Chers amis, c'est toujours un plaisir d'organiser ces soirées en partenariat avec la Fondation. Ça fait maintenant quelques rendez-vous qu'on a initiés ensemble. J'espère qu'ils se poursuivront. Et surtout, évidemment, quand on parle de la liaison, du lien, de la perspective, de la prospective entre Londres et Paris, on est très fiers que ça se passe au pavillon de l'Arsenal. On est très fiers que ça se passe au pavillon de l'Arsenal et qu'il y ait un de nos partenaires qui soit présent sur l'estrade ce soir. Je remercie Alain Taravella de soutenir le pavillon de l'Arsenal chaque année, d'Altera Cogedim. Et je souhaite une très bonne soirée à tous. Bien, bonsoir à tous. Merci à Alexandre pour cette introduction qui fut brève mais chaleureuse, j'ai compris. Donc effectivement, nous, on est ravis de pouvoir se retrouver dans cet espace qui est un espace magique où on peut faire converger nos réflexions socio-économiques et opérationnelles, je dirais, sur la ville et toute la réflexion qu'il y a autour de son développement, de son urbanisme et de sa création et de la création de la ville de demain. Ce soir, nous faisons le 17e débat de Palladio sur des thématiques qui sont, pour ceux qui sont maintenant habitués à ces débats, des thématiques croisées, où nous essayons d'avoir des regards un petit peu convergents sur une thématique qui est une thématique qui tourne autour du développement urbain. Chaque année, nous consacrons un débat à la perspective du Grand Paris. Il nous paraît qu'au-delà de toutes les réflexions qui sont les réflexions générales sur l'évolution de cette planète, qui quand même avant tout prédétermine ce que nous, pauvres petits Français, nous pouvons devenir dans ce grand ensemble, il nous semble qu'il y a une dimension essentielle qui est celle du Grand Paris et que nous avons évoquée au cours des années jusqu'à maintenant avec des approches assez différentes de gouvernance, de territoire. Et il y a un an, on était ici avec Jean-Louis Missica et Thierry Lajoie et on s'était interrogé sur réinventer Paris. Est-ce que c'est pas justement créer le Grand Paris, c'est-à-dire une autre dimension, une autre nature de Paris adaptée aux enjeux du XXIe siècle. Et dans la foulée, il y a eu le fameux référendum anglais sur le Brexit, et on s'est tout de suite dit que c'était forcément au cœur des réflexions que l'on avait pu avoir à cette occasion. Et on s'est dit, il faut que d'ici un an, quand les choses se seront décantées, on essaye d'avoir quelques réflexions sur les conséquences de ce Brexit sur le Grand Paris. Voilà, donc c'est un mariage, une relation qu'on essaye d'établir entre ces deux dimensions, ce qui ne veut pas dire que le Grand Paris n'a pas en soi une vocation, qui est une vocation, quelles que soient les évolutions du Royaume-Uni dans l'Europe, à devenir une métropole mondiale et peut-être la référence européenne des métropoles mondiales. Mais il nous semble qu'il n'est pas étranger au développement de Paris qu'il y ait ce phénomène particulier de sortie de la Grande-Bretagne de l'Europe, et en particulier parce que, on va le voir certainement, derrière cette dimension du Brexit, il y a une dimension du London-Sit, quelque part. C'est un néologisme, ça existe nulle part, mais vous voyez bien ce que je veux dire à peu près. Voilà. Donc, nous avons tenu à organiser ce débat et j'ai sollicité un certain nombre de gens pour venir le rendre riche et apporter tout leur savoir-faire en la matière. En premier, Bruno Cavalier, auquel je demande de venir me rejoindre ici, qui est chef économiste chez Odo, oui. Qui est un sachant en matière de sciences économiques, qui a travaillé beaucoup chez Rexecode, et puis au Crédit Lyonnais, et puis au Crédit Agricole, et qui maintenant dirige les services économiques du groupe d'investissement Odo. Et je pense que sa vision internationale et sa vision en particulier de tout ce qui tourne autour de la finance est importante pour pouvoir décoder un certain nombre de données essentielles relatives au développement du Grand Paris.
Et puis il m'a semblé qu'il était important également de faire venir dans ce débat Arnaud de Bresson, qui est le directeur général de Paris Europlace, qui n'est pas encore arrivé, mais il arrive et qui va nous rejoindre bientôt. Il aura quand même le temps d'entendre ce que va nous dire Bruno Cavalier. Je présenterai Arnaud de Bresson tout à l'heure. Et puis également, parce que ce sont des dimensions économiques, mais il me paraît important qu'il y ait aussi une dimension très immobilière, très concrète, très présente dans la ville, qui soit représentée, qui participe à ce débat. Et c'est pour ça que je remercie Alain Taravella d'avoir bien voulu participer à ce débat avec nous. Donc je lui demande de me rejoindre ici. À côté de moi, il sera très bien, je veillerai sur lui. Voilà, il n'est pas pressé, d'accord, très bien. Voilà, alors le débat, vous le connaissez, il est un petit peu asymétrique, je m'en excuse auprès des intervenants. On n'aime pas les tables rondes, avec des petites interventions les unes à côté des autres. On n'aime pas les grandes conférences. Donc on aime bien qu'il y ait un nombre réduit de gens, mais on veut quand même poser le problème avec une matière. Donc on demande à quelqu'un de faire un travail, c'est ce qu'a fait Bruno Cavalier, pour décoder un peu le fond, pour documenter, décoder et documenter le fond de la question posée. Et puis, on demande aux deux autres intervenants, j'accueille Arnaud de Bresson, que je vois arriver là-bas, je lui demande de me rejoindre ici. Et donc, les deux autres intervenants vont être plutôt des gens qui vont réagir en fonction des questions que je poserai. Et avant de vous donner la parole sur cette thématique, Arnaud de Bresson, bonjour, venez vous installer. Bonjour et bienvenue. Mettez à côté de Bruno Cavalier. Voilà. Bon, tout le monde est là. Alain Taravella nous rejoint quand il veut, quand il le sent, et je vais donner la parole tout de suite à Bruno Cavalier pour lui dire comment il réagit en gros à mes propos. Brexit, c'est intéressant, mais le destin de Paris n'a pas attendu que les Anglais disent ce qu'ils voulaient faire à l'intérieur de l'Europe. Est-ce que quand on lit avec son regard de financier et d'économiste les conséquences, le problème posé par le Brexit, est-ce qu'on y voit des conséquences qui sont relatives au destin, à l'évolution de Paris, en particulier quand on compare ce qu'est la vocation de Paris par rapport à une place importante qu'avait prise jusqu'ici la Cité de Londres? Tout d'abord, je voudrais commencer par vous remercier de votre invitation et de vous dire, mesdames et messieurs, que moi, je ne connais pas grand-chose aux questions d'urbanisme, mais je crois que c'est pour ça que vous m'avez invité, pour que je vous donne des éléments de contexte et de mise en perspective sur la question du Brexit. Alors, vous le savez, il y a un an à peu près, les Britanniques ont voté à une courte majorité, mais enfin ils ont voté pour que leur pays sorte de l'Union européenne. Et ils vont à nouveau voter dans quelques jours pour nous dire s'ils renouvellent leur confiance à Madame Theresa May, leur Premier ministre. Madame May qui a fait du Brexit et même d'une version dure du Brexit, un axe important de sa campagne et de ses positions depuis qu'elle est devenue Premier ministre il y a un an. Et ce que je voudrais faire par rapport à ces... Donc on est vraiment en plein à l'heure du Brexit. Enfin, on n'a pas du tout... vous avez choisi le thème il y a longtemps, mais enfin, c'était bien vu. Les questions se posent aujourd'hui de manière cruciale. Ce que je voudrais faire dans ma présentation, c'est d'essayer d'éclairer ou d'aborder trois types de considérations. D'abord, des considérations institutionnelles. C'est la première fois qu'un pays sort de l'Union européenne. Bon, donc il n'y a pas de précédent, il n'y a pas de modèle auquel se rattacher. Évidemment, personne ne peut dire aujourd'hui ce que seront les institutions européennes, les rapports entre les pays, l'architecture institutionnelle de l'Europe après le Brexit. Il n'a pas du tout commencé encore, hein, mais
disons, dans 2 ans, si le calendrier est respecté, le Royaume-Uni est hors de l'Europe. Bon, qu'est-ce que ça change pour les institutions européennes? Et j'allais dire de manière très pragmatique, pour la localisation d'un certain nombre d'institutions. L'autorité bancaire européenne, l'autorité, je crois, médicale européenne sont basées à Londres. On va bien trouver un autre endroit sur le continent. Donc ça, c'est première considération, les considérations institutionnelles. Deuxièmement, des considérations économiques. Partout dans le monde, quand 2 pays sont voisins, évidemment, sauf s'ils se font la guerre, ils échangent beaucoup. Il y a une mobilité des gens, mais ils échangent beaucoup de biens, ils échangent beaucoup de services. Et en particulier, dans le cas qui nous occupe, de services financiers. Donc là, ça pose directement la question de la place de la City dans cette architecture financière européenne. Et par symétrie, je dirais, c'est là que je crois on aborde en tout cas par la bande, en tout cas au moins, la question du Grand Paris. Et puis enfin, il y a aussi des considérations politiques à envisager. Somme toute, le Brexit, c'est, on pourrait dire, la forme ultime de l'euroscepticisme, une sorte de défiance vis-à-vis de l'intégration européenne. Alors, pendant longtemps, pendant des décennies peut-être, on peut dire, l'euroscepticisme a surtout été un produit une appellation d'origine contrôlée anglaise. Voilà, hein. Depuis des décennies, les tabloïds anglais servent chaque jour à leurs millions de lecteurs de l'euroscepticisme. Bon, on voit les résultats. Ce qui est plus neuf et qu'on doit considérer à la lumière du Brexit, c'est que ces dernières années, en particulier après la crise économique globale de 2008, et puis à la suite des différentes crises qui ont frappé le continent européen, pas tellement l'Angleterre, mais le continent européen, la zone euro, l'euroscepticisme s'est développé dans la plupart des pays. Donc il est important aussi de voir si, après le Brexit, ce mouvement d'euroscepticisme est de nature à s'amplifier ou au contraire à refluer. Alors on a peut-être eu un petit indice récemment dans notre pays, mais ça ne tranche pas forcément l'ensemble de la question. Donc vous voyez, je pose des questions extrêmement graves, et peut-être pour commencer, je voudrais, de manière un petit peu plus légère, décrire très simplement le Brexit. Le Brexit, il s'agit de se séparer, en tout cas de s'éloigner. Donc on voit bien sur cette photo qui commençait à circuler le lendemain du vote, hein, ce que ça peut être. Mais ce que ça nous dit aussi, c'est qu'on a peut-être plus de ressources que nos amis anglais pour gérer le problème. Hein. En tout cas, plus de ressources alimentaires, c'est certain. Alors, on va redevenir sérieux après ce petit intermède, et je vais commencer avec les enjeux institutionnels. Alors, je voudrais commencer par faire une petite mise en perspective de cette relation institutionnelle. Évidemment, ça n'a pas commencé en 1972, les relations entre l'Angleterre, le Royaume-Uni et le continent, mais ça a commencé de manière institutionnelle en 1972. À l'époque, ça ne s'appelait pas d'ailleurs l'Union européenne, ça s'appelait la Communauté économique européenne. Il y avait 6 membres. Après avoir essuyé 2 vétos français, du temps du général de Gaulle, les Anglais ont été admis à rejoindre ce qui est devenu l'Union européenne, donc la Communauté économique européenne. Mais bon, en 1972, on se trouve avec 9 membres. Aujourd'hui, il y en a 28. Voilà, il n'y en aura plus que 27 dans 2 ans, mais il y en a 28. Donc ce n'est pas du tout la même dimension. Un autre changement tout à fait considérable sur cette longue période, c'est qu'à l'intérieur de l'Union européenne, il y a un sous-ensemble, un gros sous-ensemble, et qui a vocation à être le tout, qui est la zone euro. Donc un groupe de pays qui partagent une même monnaie. Donc les Anglais n'ont jamais été hostiles à l'élargissement de l'Union,
Il y a eu différentes vagues, la principale étant évidemment celle qui s'est produite après la chute des régimes communistes à l'Est, mais ils ont toujours été très hostiles à cette idée d'abandonner ou de partager, ou de copartager, de co-gérer leur souveraineté monétaire. Donc, première mise en perspective, on va avoir finalement une relation qui aura duré 47 ans, mais qui n'a pas résisté, si vous voulez, à cette position un peu ambiguë, un pied dedans, un pied dehors. On est dans l'Union européenne, on n'est pas dans la zone euro, on n'est pas dans l'espace Schengen. Voilà. Ça n'a pas survécu au référendum d'il y a un an. Alors, puisque on se sépare, il faut notifier la séparation, le divorce. J'ai mis des guillemets parce que je crois que le terme correspond peut-être pas tout à fait à la réalité. Bon. Alors qu'est-ce que c'est le divorce ? Le divorce, c'est un article qui figure dans le traité sur l'Union européenne, tel qu'il a été remanié après la tentative de créer une constitution européenne en 1995. Vous vous souvenez qu'on avait rejeté en France et ensuite aux Pays-Bas ce projet de constitution, mais il n'a pas empêché pour autant que le traité de l'Union européenne a été modifié et a introduit cet article qui n'existait pas avant. C'est-à-dire qu'avant, on considérait que un pays entrait dans la CE ou l'UE, c'était pour toujours. L'article 50 dit non, on a le droit de changer d'avis, on a le droit de sortir. Donc l'article 50, voilà, il est là, quelques alinéas, dit un pays qui veut partir le peut. Il faut d'abord qu'il notifie sa décision à ses partenaires. C'est ce que les Anglais ont fait au mois de mars dernier. Et à partir de là, un compte à rebours est enclenché qui dure 2 ans, sauf unanimité de tous les autres membres pour le prolonger. Mais donc, l'unanimité, c'est compliqué. Il y a toujours quelqu'un qui a envie de faire son intéressant. Donc, qui dure 2 ans, et au bout de ces 2 ans, le pays devient un pays tiers, plus membre de l'Union européenne. Et pendant ces 2 ans, c'est ce que précise l'article, on doit négocier le retrait. Et c'est, alors on doit tenir compte aussi de ce qui sera la suite, mais l'essentiel, c'est le retrait. Voilà. Donc ça, le compte à rebours a commencé en mars. On voit qu'on vient déjà perdre 3 mois, parce que entre-temps, Madame May a convoqué des élections anticipées qu'elle espère gagner. Bon, ça paraissait vraiment une affaire entendue il y a 1 mois. C'est peut-être un tout petit peu plus incertain aujourd'hui. Donc le divorce, ces 2 ans, à quoi vont-ils être consacrés ? En fait, 2 ans, c'est très court. Il faut avoir conscience que c'est extrêmement court pour les sujets qui nous intéressent. Juste pour vous donner une idée de la durée que prennent des négociations en Europe, le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, qui a été approuvé en début d'année par le Parlement européen, l'a été au bout de 9 ans de négociations. Bon, avec 2 partenaires de bonne volonté qui avaient envie d'aller dans la même direction. Là, on a 2 partenaires. Alors, il ne s'agit pas de se marier, là, il s'agit de se séparer, qui ont des intérêts qui ne sont plus totalement alignés. Donc 2 ans, il faut être clair. Moi, j'ai encore vu personne, aucun spécialiste du droit européen, de ce type de négociation, nous dire que c'est suffisant pour tout traiter. Bon. Donc dans le meilleur des cas, on aura, sous une forme séquentielle, d'abord fixer les grands principes du retrait, puis discuter des grands principes de la relation future, puis discuter de la manière d'organiser la transition entre les deux. Et au terme de ces 2 ans, mais avant que les 2 ans soient écoulés, il faut avoir fait ratifier tout ça par le Parlement européen et la plupart des parlements nationaux. Donc vous voyez que c'est pas une petite affaire. Donc, si tout se passe bien, c'est-à-dire que si on va au bout de ces 2 ans,
de toute façon, suivra ensuite une longue période de transition parce qu'il est absolument impossible qu'on débranche tout en mars 2019. J'ai lu aujourd'hui un article dans l'édition d'aujourd'hui du Financial Times ils ont fait l'étude suivante, le nombre de traités que le Royaume-Uni aura à renégocier lorsqu'il ne sera plus membre de l'Union européenne. 757 traités avec 168 pays. Voilà. Et je ne parle même pas des questions, j'allais dire, purement domestiques pour l'Angleterre ou le Royaume-Uni, la relation avec l'Écosse, avec l'Irlande, etc. Donc ça, c'est dans le meilleur des cas. Mais dans le pire des cas, et on ne peut pas l'exclure, c'est qu'à un moment, le Royaume-Uni quitte la table de négociation. Et d'ailleurs, il est assez inquiétant, je trouve, d'entendre assez fréquemment Madame May dire mieux vaut pas d'accord qu'un mauvais accord. Mais comme elle n'a jamais défini ce qu'est un mauvais accord, on voit qu'elle n'a pas peut-être pris toute la dimension du problème. Alors, dans cette négociation, il y aura beaucoup de sujets, certains très importants, d'autres plus anecdotiques, mais parmi ceux qui sont anecdotiques, certains pourraient être extrêmement explosifs du point de vue de la négociation, du point de vue politique, et en particulier ce qu'on appelle la facture du Brexit. Ce n'est pas vraiment un divorce, parce que dans un divorce, à la fin on se partage tous les actifs. Là c'est plutôt un membre d'un club qui a pris un engagement pour une certaine période, donc qui doit contribuer au budget du club, mais qui a décidé à partir de telle date, je n'en ferai plus partie. Donc à partir de telle date, je ne paierai plus. Oui, mais on a pris des engagements auparavant qui couraient sur de nombreuses années. Et alors, la facture du Brexit, il y a différentes estimations. Justement, ce sera un des objets de la négociation, mais ça tourne entre, en chiffres bruts, 50 et 120 milliards d'euros. Faites avaler cette pilule à une population britannique à qui on a fait croire il y a un an que chaque semaine le Royaume-Uni faisait un chèque important vers l'Europe qui aurait permis de couvrir les dépenses de santé. Bon courage. Donc c'est certainement pas le sujet principal, mais c'est un des sujets qui peut créer la rupture des négociations. Il y a un autre point important dans la négociation qui concerne évidemment le droit des citoyens européens, d'abord des Britanniques qui sont installés sur le continent, c'est à peu près 1 million de personnes, et puis des citoyens du continent qui sont installés au Royaume-Uni. C'est environ 3 millions de personnes et ça touche beaucoup de sujets. Leur droit, je dirais, de circulation, leur accès aux soins, leur droit à la retraite, la reconnaissance des diplômes, enfin, tout un tas de relations qui étaient normalement encadrées par l'UE et qui ne le seront plus. Alors, pour finir sur cette partie, je voudrais essayer d'envisager le remariage. Là aussi, j'ai mis des guillemets, puisque ce n'est pas vraiment un divorce. Quand on est membre de l'UE, on connaît ses droits, on connaît ses obligations. Donc, parmi les droits d'un pays membre, il y a celui de pouvoir accéder à l'ensemble des marchés des pays formant l'Union européenne, sans barrière douanière ou sans barrière non douanière. Bon. On a accès plein et entier au marché unique. Parmi les obligations, il y en a nombreuses, celle de contribuer au budget de l'UE, celle aussi de respecter les 4 grandes libertés fondamentales de circulation qui touchent les personnes, les biens, les services et les capitaux. Mais on ne peut certainement pas, si on n'est pas membre de l'UE, prendre ce qui nous arrange et laisser ce qui ne nous arrange pas. Il y a forcément un arbitrage. Donc vous voyez que dans l'espèce de double repère ici, quand vous êtes membre de l'UE, vous avez entière liberté de circulation
et entier accès au marché unique. Si vous cherchez une autre organisation, vous perdez à des degrés plus ou moins importants sur l'un ou sur l'autre de ces deux tableaux. On connaît d'autres pays qui ne sont pas membres de l'UE, mais qui sont des pays européens, la Suisse, la Norvège, ils ont un accès très large au marché unique, presque identique à celui d'un membre de l'UE, mais en contrepartie de quoi ils contribuent au budget de l'UE alors qu'ils n'en sont pas membres. Et on voit bien que cette option norvégienne, suisse, un temps a pu effleurer les esprits. Madame May l'a écartée. Ce qu'elle veut, c'est un Brexit clair et net et dur, donc autre chose. Mais le autre chose n'est pas bien situé encore sur ce repère-là. Donc vous voyez toutes les incertitudes institutionnelles qui subsistent. J'en viens à mon deuxième point qui sont les enjeux économiques. Là aussi, commençons par un petit rappel des ordres de grandeur, des montants en jeu. Le Royaume-Uni, c'est en gros une économie de la taille de la France, 2200, 2300 milliards d'euros de PIB, de produit intérieur brut, et c'est à peu près le même poids démographique. En gros, 65 millions d'habitants. Bon, vous voyez que rapporté à la zone euro, c'est quand même beaucoup plus petit. Et ce que je voudrais aussi souligner, c'est qu'une fois, alors la zone euro, c'est un sous-ensemble, un gros sous-ensemble de l'UE, mais une fois que le Royaume-Uni est dehors, la zone euro, c'est un sous-ensemble encore plus important, qui se rapproche de sa vocation normale, qui est celle de couvrir l'ensemble de l'Union européenne. Aujourd'hui, la zone euro, c'est un tiers de la population et c'est pas tout à fait les trois quarts de l'activité économique. Sans le Royaume-Uni, la zone euro, c'est les trois quarts de la population et 86% de l'activité économique. Je crois que c'est un premier point à avoir à l'esprit pour discuter des questions économiques. Deuxième remarque, les relations commerciales. Bon, un peu comme dans la physique traditionnelle, ou newtonienne en tout cas, c'est très largement une question de masse et de distance. Plus deux pays sont gros et plus ils sont proches, plus ils commercent entre eux. Voilà, ça marche comme ça. Ça c'est vraiment un modèle. Le modèle gravitationnel des échanges est un truc qui marche vraiment très très bien. Donc, ce qui explique pourquoi nous avons d'importantes relations commerciales entre le continent européen et le Royaume-Uni. Nous sommes interdépendants. Ça, c'est absolument incontestable. Mais interdépendant ne veut pas dire que nous soyons dans une position d'exposition absolument symétrique. Vous pouvez voir sur ce petit graphique que nous représentons, j'appelle nous, le continent européen, en gros la moitié du commerce extérieur du Royaume-Uni. Il ne représente, si j'ose dire, qu'un petit 10%. Donc on est dans un rapport de 1 à 5 ou de 1 à 6. Donc tout le monde a à perdre si on ne commerce plus, mais il y en a qui ont plus à perdre que d'autres. C'est absolument évident. Alors là aussi, on entend des choses parfois assez étonnantes et, à vrai dire, inquiétantes au Royaume-Uni, en particulier chez les plus farouches des Brexiteurs, consistant à dire « mais je suis un client très important pour vous. Et d'ailleurs, j'ai un déficit commercial. Ça veut dire que j'importe beaucoup plus que je vous exporte. Si demain, vous ne me faites pas une fleur, si vous ne me faites pas un beau petit arrangement sur mesure, vous allez perdre un marché très important. » Bon, je crois que c'est c'est prendre vraiment ses désirs pour des réalités. Parce que dans le même temps, il faut rappeler que le Royaume-Uni a un excédent considérable en matière d'exportation de services, et en particulier de services financiers. Et que ça, c'est la conséquence de sa participation
à l'Union européenne. Sans cette participation à l'Union européenne, elle perdrait beaucoup d'accès, en particulier dans la manière d'exporter des services financiers. Donc là aussi, c'est un sujet important pour les considérations économiques. Troisième point, on se rapproche peut-être plus d'une question de territoire, et la densité. L'activité économique, c'est une chose, et puis la manière dont elle se répartit sur le territoire en est une autre. Il est très clair sur cette carte que dans le cas de la France et dans le cas du Royaume-Uni, c'est très largement concentré autour de la capitale et de la grande agglomération londonienne ou parisienne. Bon. Et donc là, on se pose la question de Londres et de la City. Donc Londres, qu'est-ce que c'est d'abord? C'est la capitale de la finance. Londres, c'est en gros, je n'ai pas tous les chiffres en tête, vous me permettrez de regarder parfois un petit peu les graphiques, c'est un petit 15% de la population britannique, c'est un quart de l'activité économique et c'est un petit tiers des recettes fiscales britanniques. Londres, c'est aussi, mais surtout la partie occidentale, la région la plus riche d'Europe. Mais pas un peu, largement plus riche, dans un rapport de 1 à 6. Voyez. West London, pour un niveau qui est la moyenne européenne à 100, ils sont à peu près à 600. Et East London figure de toute façon parmi les 10 premières régions les plus riches en Europe. Et ça, c'est évidemment le rôle de la finance et le fait que Londres est la capitale financière européenne au moment où nous parlons. Alors, quelques autres éléments de mise en perspective sur ce sujet. Un mot sur une notion très importante qui est celle de passeport financier. De même que nous avons tous un passeport, il existe, comme personne physique, il y a une chose qui s'appelle le passeport financier. Qu'est-ce que c'est que le passeport financier? C'est le fait que quand vous êtes membre de l'Union européenne, une institution, une banque, un gestionnaire d'actifs, un hedge fund peut se faire enregistrer dans un pays et a la pleine liberté pour fournir ses services ailleurs sur le territoire des pays membres de l'Union européenne. Parce que la réglementation financière, pendant longtemps, a été beaucoup plus accommodante à Londres qu'ailleurs. Puis il y a d'autres raisons, évidemment, qui expliquent cet écosystème londonien et de la finance. Beaucoup d'institutions sont localisées aujourd'hui à Londres. Parce qu'être à Londres, ça, c'est pas plus, et surtout pour des services financiers, c'est pas plus handicapant que d'être à Francfort si vous voulez fournir des services financiers aux Allemands, ou à Paris si vous voulez fournir des services financiers aux Français. Et vous voyez bien sur l'autre tableau que sur beaucoup de métiers, sur beaucoup de produits, Londres, c'est pas un quart ou 30%. C'est 50, 60, 70, 90% du total des transactions concernant les activités financières. Alors, le Brexit dans tout ça, est-ce qu'il y a des conséquences déjà visibles? La réponse, à vrai dire, est plutôt négative. Même si, pour être tout à fait juste, on observe sur les derniers mois, au vu des dernières statistiques économiques qui ont été publiées, on perçoit quand même un début d'affaiblissement de l'économie britannique. Et, ironie de l'histoire, au moment où, au contraire, en France, mais aussi ailleurs dans la zone euro, on observe de multiples signes d'amélioration de nos économies.
Pourquoi est-ce qu'on a cet affaiblissement de l'économie britannique et pourquoi il est très probable qu'il va se poursuivre? Pour une raison assez simple, différents facteurs, différents canaux, mais il y en a au moins un qui est assez simple à comprendre. La devise britannique a perdu beaucoup de valeur au moment du vote pour le Brexit. Nous parlons d'un pays qui importe énormément de produits, de biens. Ce faisant, avec une devise qui a moins de pouvoir d'achat, il a surtout importé beaucoup d'inflation. Ça pèse sur le pouvoir d'achat des ménages britanniques. Ils sont donc un tout petit peu moins, ils commencent à être un peu moins confiants qu'ils ne l'étaient il y a 1 an ou 2 ans, ce que vous voyez très bien sur ce graphique. Voilà. Et ça a toute raison de continuer. Je dirais même que ce qui a toute raison de se produire, c'est que maintenant qu'on va rentrer dans le dur de la négociation, probablement, beaucoup d'entreprises vont commencer à faire leur plan, je dirais, de secours. Qu'est-ce qui se passe si le Brexit échoue, la négociation échoue? Et donc, forcément, ça n'incite pas à l'investissement, ça incite peut-être pour certaines firmes qui sont localisées ou dont les sièges sociaux sont à Londres, de se dire, mais peut-être qu'il faudrait songer à se mettre ailleurs, et en particulier pour les sociétés financières, puisque en jeu, dans la balance, il y a le passeport financier. Sans le passeport financier, je crois que l'écosystème financier londonien risque de pâtir considérablement. Mais c'est des sujets peut-être sur lesquels vous reviendrez dans la discussion. Alors aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'impact négatif sur l'économie réelle. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce que sera l'impact lorsque le Brexit aura vraiment eu lieu? Bon, là, on rentre dans le domaine de la prospective, de la prévision, des modèles. Donc, on peut citer un certain nombre de résultats. Maintenant, la prévision, comme on sait, il y en a de 2 types. Il y a celle qui est fausse et celle qui est chanceuse. Alors, on verra pour ce qu'il en est de l'avenir. Mais ce qu'on peut dire, c'est que, rappelez-vous ce que je vous ai dit à un instant, la gravitation, si au terme de la négociation, l'accès au marché unique est perdu ou limité, où il y a des réglementations, des obstacles, des freins, il est extrêmement improbable que le Royaume-Uni puisse trouver rapidement un substitut ailleurs qu'en Europe. Soit parce que les pays seront trop petits, soit parce qu'ils seront trop éloignés. Donc c'est leur idée de trouver, après tout, allez, faisons une croix sur le plus grand marché économique du monde, c'est-à-dire nous, et on trouvera bien quelque chose pour le compenser. C'est la vieille illusion du Commonwealth. Voilà, on va faire des accords fantastiques avec les Australiens, les Néo-Zélandais, enfin toutes nos anciennes colonies, et évidemment l'allié américain avec lequel nous avons une relation privilégiée. Le problème, il n'y a que les Anglais qui pensent qu'ils ont une relation privilégiée avec les Américains. Les Américains, je n'ai jamais entendu parler de relation privilégiée avec le Royaume-Uni. Donc, il y aura une perte, et ce que nous disent les modèles, alors, ils varient parce qu'il y a des variantes, il y a des hypothèses différentes, mais ce que j'ai illustré ici, c'est qu'en moyenne, par rapport à un scénario où on n'aurait pas de Brexit, il n'est pas absurde d'imaginer que l'activité économique aux États-Unis, au Royaume-Uni, le produit intérieur brut, serait plus bas de 3 à 4 points dans un scénario de Brexit. Si l'activité économique pâtit au Royaume-Uni, évidemment, nous en subirons les conséquences, mais à un degré atténué du fait de l'exposition relative tout à fait asymétrique que j'ai mentionnée. Il y a une exception peut-être, du point de vue des pays, qui est l'Irlande, la République d'Irlande. Et évidemment, ce que je dis pour les économies dans leur ensemble ne s'applique pas de manière homogène pour tous les secteurs. Il y a des secteurs qui risquent de profiter, d'autres qui risquent de pâtir lourdement si jamais les relations économiques devaient être largement amputées à l'avenir. Je termine
5 minutes, par quelques propos sur les considérations politiques associées au Brexit. D'abord, c'est quoi la carte institutionnelle et politique de l'Europe? Vous voyez que c'est très, très, très compliqué. Hein. Franchement, chapeau à celui qui a fait la carte. Hein, parce que pour pour tenir compte de tous les sous-ensembles. Alors vous avez évidemment l'Union européenne, mais l'Union européenne, il y a des pays qui sont en Europe qui ne sont pas dans l'Union européenne, il y a la zone euro, il y a Schengen, il y a l'espace économique européen, etc., etc. Bon, enfin, ce qui est clair, c'est que le Royaume-Uni est en train de sortir. Donc peut-être que une première conséquence à envisager, c'est que ça va quelque peu clarifier au moins les relations intérieures de l'UE, du simple fait que la zone euro sera beaucoup plus importante et donc le fait d'être un pays out, comme on dit, apportera moins d'avantages ou sera moins séduisant. Tant qu'il y avait le Royaume-Uni, c'est un gros morceau le Royaume-Uni. Donc on comprend bien que des pays comme la Pologne, etc., avaient envie d'être out. Mais sans le Royaume-Uni, c'est peut-être pas si sûr que ça. Deuxième remarque que je voudrais faire, je l'ai dit, le Brexit est la manifestation ultime de l'euroscepticisme à l'anglaise. Mais posons-nous la question aussi de ce que ça implique pour nous. D'abord, on sait qu'il y a un peu partout en Europe une large partie de la population qui n'est pas satisfaite de l'Europe telle qu'elle fonctionne. En gros, l'Europe, on a dit, voilà, c'est la paix et la prospérité. Il faut bien reconnaître que ces dernières années, la prospérité a fait défaut longtemps et dans beaucoup de pays, et la paix, je ne sais pas si on peut déjà la remettre en cause, mais en tout cas la sécurité l'a été aussi. Quand on regarde un petit peu plus dans le détail, il y a une source d'information toujours pleine d'enseignements, qui s'appelle l'Eurobaromètre, qui est l'enquête que fait chaque année la Commission européenne dans l'ensemble des pays européens. Il pose des dizaines et des dizaines de questions, toujours les mêmes, ça permet de les suivre dans le temps, dans tous les pays. Ce qui est très clair, c'est que ce qui est mis en cause dans l'euroscepticisme, c'est, au moment où on parle en tout cas, c'est pas tellement l'économie, c'est pas tellement la monnaie. D'ailleurs, quand on demande aux citoyens européens, en tout cas pour ceux qui sont membres de la zone euro, est-ce que vous êtes pour ou contre l'euro, il y a une très large majorité qui est pour, et une très minorité, pas négligeable, mais enfin une large minorité quand même, qui est contre. Et on a bien vu en France récemment que ça faisait rêver personne, ou très peu de gens en tout cas, de revenir à une monnaie qui a disparu depuis près de 20 ans maintenant. Donc c'est pas le sujet, l'économie. Mais par contre, les sujets comme la sécurité, la gestion des flux migratoires, ça c'est le sujet. Toujours dans la même enquête, lorsqu'on demande aux Européens, citez-moi les 2 problèmes principaux auxquels l'Europe doit s'affronter, vous les avez ici. Alors on peut donner plusieurs réponses, donc c'est plus l'ordre de grandeur, il n'y a pas de, ça ne somme pas. C'est numéro 1, la question migratoire, numéro 2, la question du terrorisme. Bon, je n'ai pas besoin de faire un dessin, de m'étendre, je crois que tout le monde comprend évidemment les raisons profondes derrière ça. Alors, est-ce que le Brexit renforce l'euroscepticisme ou pas ? La caricature que j'ai choisie montre que le domino n'est pas tombé du côté où il entraîne tous les autres. Parce que c'était un peu ça qu'on a entendu pendant... alors, après le Brexit, après Trump, combien de fois n'a-t-on entendu, et en particulier dans les milieux financiers que je fréquente beaucoup, les investisseurs internationaux, oui, mais vous n'aviez pas prévu le Brexit, vous n'avez pas prévu Trump, donc vous êtes incapable de prévoir la suite. Et la suite, ça va être alors le Duxit, donc ça c'était les Pays-Bas, bon, apparemment on a quand même évité. Le Frexit, c'était la France, on a évité. Donc effet domino, zéro. À vrai dire, on a même plutôt le contraire.
C'est que l'Europe, souvent, elle s'est construite parce qu'il y avait, je ne sais pas si l'expression est correcte, mais un ennemi. Donc ça a été longtemps, dans les années 50, 60, 70, 80, voilà, le bloc communiste. Peut-être qu'aujourd'hui, face aux défis auxquels nous sommes confrontés en matière de sécurité, de gestion des flux migratoires, etc., c'est peut-être ça qui va créer de la cohésion. Puis ce qui va créer de la cohésion aussi, c'est que c'est pas comme si on avait, 1 an après le vote, un gouvernement britannique qui nous dit « mais voyez, mais moi j'ai l'alternative, et c'est bien plus séduisant. Regardez ce que je vous propose. Faites comme moi, votez pour la sortie. » Mais en fait, lorsqu'on demande, toujours dans la même enquête de l'Eurobaromètre, est-ce que vous envisagez mieux votre avenir, l'avenir de votre pays, dans l'UE ou hors de l'UE, dans une majorité de pays, une très large majorité des citoyens disent bien sûr dans l'UE, parce que entre quelque chose qu'on connaît avec ses défauts, ses imperfections, et le saut dans l'inconnu, en gros, on préfère quand même ce qu'on connaît. Il y a une exception, alors, hormis le Royaume-Uni, qui est notable et qui doit peut-être nous interroger et nous inquiéter, c'est l'Italie. Parce que ça, c'est le pays dans lequel il y a une... En gros, la population est partagée à 50-50 entre c'est bien d'être dans l'euro, et donc dans l'UE, ou pas. Alors, la suite. Je ne vais pas conclure, mais j'arrive au bout. Je ne vais pas conclure parce que la bêtise, c'est de conclure, comme a dit Flaubert. Mais je vais essayer d'ouvrir des pistes. L'avenir du Royaume-Uni, et puis je vais dire, c'est l'image symétrique un peu d'une autre. On voit bien ce que les Brexiteurs ont vendu. Quels projets ils ont vendus et quels projets auxquels ils continuent de se rattacher. C'est Global Britain. Donc ce n'est pas la Great Britain, c'est la Global Britain. Donc en gros, on divorce, on se sépare, on laisse la petite Europe dans son coin et nous on prend la grande autoroute qui nous amène vers Global Britain. Mais évidemment, un référendum c'est binaire. C'est oui, non, c'est blanc, noir. Donc là, j'ai donné une version des choses, mais il y a peut-être une autre version asymétrique de ça. C'est qu'en fait, oui, ça ne sera plus Great Britain, mais ça sera Little Britain. Parce que l'économie va en prendre un coup, parce que la finance va en prendre un coup, parce que Londres va en prendre un coup, parce que peut-être l'intégrité même du Royaume-Uni va en prendre un coup. Et donc, en fait, l'autoroute, ou la déviation qu'on va prendre, c'est celle qui réduit le Royaume-Uni. Et on voit bien qu'en fonction de... Alors, la réalité, évidemment, n'est jamais binaire, donc ça sera quelque chose entre les deux, ça c'est sûr. Mais enfin, ça penchera peut-être plus d'un côté que l'autre. Et en fonction de ça, évidemment, les conséquences pour nous ne seront pas les mêmes. Alors, pour terminer, un mot. On raconte toujours cette histoire qui est absolument fausse, hein, mais que le Times de Londres, il y a bien longtemps, avait titré « Brouillard sur la Manche, le continent est isolé ». Alors, il y a quelque temps, en débarquant de l'Eurostar à Saint-Pancras, j'ai vu une publicité que j'ai trouvée assez amusante et qui faisait référence au brouillard, mais qui faisait aussi référence à nous, les frogs, les Français. Voilà, on peut peut-être éviter le brouillard, le fogs, et puis imaginer qu'il y a beaucoup de perspectives sur Paris et tout ce qui lui est rattaché. Merci de votre attention. Merci Bruno Cavalier pour cette présentation rapide, bien sûr. On ne peut pas rentrer dans énormément de détails, mais on va essayer d'approfondir et de lancer un peu le débat avec Arnaud de Bresson. Alors Arnaud de Bresson, je vous présente rapidement. Vous êtes délégué général de Paris Europlace. Vous êtes aussi vice-président du cluster de Finance Innovation qui a été mis en place il y a quelques années. Donc, vous connaissez parfaitement ces enjeux qui sont les enjeux de la place de Paris dans le monde de la finance.
Et vous êtes dans ce poste-là depuis pas mal de temps maintenant. Vous avez vu la montée de Londres, la bataille permanente pour essayer de sauvegarder la place financière de Paris. Vous êtes très présent dans les réflexions qui sont les réflexions sur les atouts du Grand Paris, dans cette démarche de valorisation de la place de Paris. Est-ce que pour vous, ça change quelque chose, ce Brexit et cette capacité de Londres, finalement, de choisir un autre destin? D'abord, merci beaucoup pour votre invitation, Gilbert. Merci à Bertrand de Feydeau, mon ami qui préside cette fondation Palladio, dont j'admire le projet et qui, si je comprends bien, réunit l'ensemble du public ce soir et ses membres dans ces projets importants de réflexion sur les développements immobiliers et du Grand Paris et du Paris de l'immobilier. Alors moi je suis, comme mon voisin, je ne suis pas un spécialiste non plus de l'immobilier, donc vous avez peut-être la malchance ce soir d'avoir deux financiers qui vont s'exprimer l'un après l'autre sur ce sujet du Brexit. Mais ce que nous espérons, c'est de vous expliquer et peut-être de vous convaincre et que vous puissiez porter avec nous les messages qui sont les nôtres dans cette nouvelle période qui s'ouvre et qui, je crois, sont importants. Je tiens d'abord à féliciter mon voisin pour cette excellente présentation dont je partage totalement les analyses à la fois économiques et au plan des enjeux et au plan de l'enjeu pour la Grande-Bretagne. Je ne sais pas si on a pu trouver une solution ou pas pour le slide, mais qui était un peu particulier. On n'est pas connecté. Bon, c'est pas très grave. Je vais donc présenter oralement les quelques messages qui sont les nôtres. D'abord, vous expliquez ce qu'est Paris Europlace, parce que je pense que c'est peut-être la première chose à faire. Paris Europlace est une association à la française, si j'ose dire, une association de la loi de 1901 qui a été créée il y a maintenant un peu plus de 20 ans, en 1993, à un moment où nous étions en pleine euphorie du développement des marchés financiers en Europe et dans le monde, et même en France, suite aux années bérégovois notamment, et où on s'apercevait que, ma foi, les Français n'étaient pas mauvais dans cette activité et dans cette industrie, et que déjà à l'époque, un certain nombre d'entre eux avaient tendance à partir pour Londres, New York ou ailleurs, l'Asie, pour trouver un meilleur environnement d'accueil, pour trouver de meilleures conditions pour travailler. Et on s'était dit, moi j'étais à l'époque dans le groupe de la Caisse des dépôts, mais enfin c'est quand même c'est bien que les Français aillent à l'étranger, mais il faudrait peut-être qu'on en garde quand même quelques-uns, ou qu'on soit capable, en sens inverse, d'attirer des étrangers en France pour asseoir, consolider une place financière en France, à Paris, parce que c'est un enjeu important et même majeur pour notre économie, pour le financement de nos entreprises, y compris des PME, et parce que ça nous paraissait être également un enjeu important de compétitivité pour le pays et de défense de notre rang dans l'économie mondiale. Donc c'est un peu la raison qui nous a amené à créer cette association, en réunissant autour de la table, j'allais dire à la française, toutes les parties prenantes, la ville de Paris, au départ, avec comme maire à l'époque Jacques Chirac, c'est vieux. La région Île-de-France, c'était pas déjà Jean-Paul Huchon, mais son prédécesseur, mais Jean-Paul Huchon a rejoint ensuite. Et puis les banques, les entreprises industrielles. Alors, je tiens beaucoup à souligner un point qui est important à faire valoir, c'est que dès l'origine, notre approche pour construire cette structure de la place financière de Paris a été de mettre les entreprises industrielles au premier rang, y compris les PME, pour ne pas faire ce que nous trouvions pas bien dans la manière dont la City de Londres s'était organisée, le club des banquiers entre eux,
On ne voulait pas construire un club des banquiers entre eux, mais une structure de la place financière qui sert l'économie et les entreprises. Et je rappelle une anecdote, parce qu'il est tard, rappelons quelques histoires amusantes. C'est que, ayant créé cette structure qui rassemblait les entreprises au premier rang, les banques, les investisseurs, j'avais eu la visite de journalistes du Financial Times qui étaient venus me voir. On est en 1993, donc 6 ans avant l'euro, et qui m'avaient dit « Mais enfin, écoutez, vous êtes complètement inconscient. Dans 5 ans, il n'y aura plus qu'une seule place financière en Europe qui s'appellera Londres. Deuxièmement, comment voulez-vous faire travailler ensemble des gens dont les intérêts sont contradictoires, les entreprises et les banques? Ça ne peut pas marcher. Et troisièmement, aucun étranger ne voudra venir travailler en France, qui est réputé pour être un pays du béret basque et de la baguette. Donc, vous n'arriverez jamais à faire ce que vous souhaitez faire. » Et j'avais dit, même s'il y aura moins de places financières en Europe dans quelques années, et si Londres restera une grande place financière internationale, il y en aura une place financière à Paris, une place financière à Francfort, une place financière à Milan, qui travailleront ensemble et qui seront des places financières européennes. C'est d'ailleurs pour cela que nous nous sommes appelés Europlace. Deuxièmement, si les entreprises et les banques peuvent avoir des intérêts divergents à court terme, à long terme, la place financière du futur, c'est celle qui montrera qu'elle sert l'économie réelle, comme on dit en France, les entreprises, y compris les PME. Et troisièmement, vous verrez que bientôt on parlera anglais en France et qu'il arrive même aux Français de travailler au mois de juillet. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a fixé notre grand forum annuel à Paris au mois de juillet, pour montrer qu'on travaille en France de temps en temps, au moins au début du mois de juillet. Voilà, donc pour l'anecdote. Et nous avons choisi de nous appeler à l'époque Europlace parce que notre objectif était d'être la place leader en Europe continentale. 5 ans avant la mise en place de l'euro, ayant déposé le nom Europlace, nous sommes devenus, 5 ans après, la place leader de l'euro, de l'eurozone et de l'Europe continentale. Et c'est l'objectif que nous cherchons à poursuivre. Alors, je passe ces étapes. Nous avons en particulier effectivement créé en 2008 un pôle de compétitivité qui applique dans le domaine de l'industrie financière, car nous avons toujours parlé de l'industrie financière, la logique des pôles industriels, c'est-à-dire que nous regroupons aujourd'hui les professionnels de l'industrie financière, les académiques, les universités françaises qui sont très fortes en finance, et qui sont un de nos points de force, pour développer la création de ce qu'on appelait les start-up dans la finance il y a 4-5 ans et qu'on appelle maintenant les fintech, que nous avons été pionniers à mettre en avant et à découvrir en France, et que nous accompagnons maintenant comme on accompagne les start-up dans les secteurs industriels pour positionner la France dans les secteurs du futur, et je vais y revenir dans nos atouts. Alors, voilà donc pour la place financière de Paris, présidée par un patron d'entreprise. La logique que j'expliquais, c'est Gérard Mestralet, qui aurait beaucoup aimé être là ce soir, mais qui s'est envolé ce matin pour Saint-Pétersbourg et qui voyage beaucoup en ce moment. Donc c'est un patron d'entreprise qui préside Paris Europlace selon la logique que je décrivais tout à l'heure. Et naturellement, l'euro a été un facteur accélérateur de la croissance de la place de Paris. Il y a eu d'autres facteurs qui ont été des freins majeurs, justement, notamment politiques, réglementaires et fiscaux. On va y revenir dans le contexte du Brexit. Et je dois dire que le combat pour la place financière de Paris, qui encore une fois est un enjeu majeur pour le financement de nos entreprises et pour la compétitivité de la France, et pour le contrôle de nos centres de décision de nos entreprises, car si nous voulons garder le contrôle de nos entreprises, il faut que nous ayons l'épargne française qui s'investit dans nos entreprises, qu'elles soient grand public ou institutionnelles. Ce combat-là, je peux vous dire que ça a été quand même pendant plusieurs années un peu un combat dans le désert, difficile à mener, mais sur lequel nous avons persisté et sur lequel nous pensons que nous allons pouvoir peut-être maintenant progresser plus vite. Alors progresser plus vite, c'est vrai que le Brexit
peut être un facteur. Et comme la question que vous posiez était de savoir si le Brexit pouvait être aujourd'hui une manière de valoriser les atouts de Paris, du Grand Paris, de la France, la réponse est évidemment oui, même si nous ne sommes pas uniquement des batailleurs contre Londres et des promoteurs basiques du Brexit. En réalité, lorsque nous avons appris le lancement du référendum en Grande-Bretagne, nous nous sommes d'abord battus pour le Remain. Nous avons d'abord défendu, parce que nous sommes des Européens convaincus, et que malgré tout la présence de la Grande-Bretagne en Europe aurait été un atout important pour le futur. Nous nous sommes battus depuis le début 2016, nous avons même acheté de la publicité dans les journaux britanniques pour expliquer que les patrons d'entreprises français, la place financière de Paris, étaient favorables au Remain, et nous nous sommes prononcés publiquement en faveur du Remain. Mais le Brexit a été voté. C'est donc maintenant le contexte dans lequel nous sommes en train maintenant d'agir. Et le message que je voudrais vous faire, il tient en deux grands points. Le premier, c'est quels sont nos atouts que nous faisons valoir et que j'aimerais que vous nous aidiez à faire valoir. Et deuxièmement, quelles sont les réformes à poursuivre et à accélérer pour consolider une position qui est quand même encore fragile pour la France et pour la place de Paris dans la compétition, y compris post-Brexit, avec les autres capitales européennes. Alors sur les atouts, d'abord je voudrais indiquer que ce n'est pas toujours le cas en France, on a pris le train à l'heure. Car en fait, grâce à nos contacts à Londres, nous nous sommes mis au travail dès le mois de janvier 2016, à l'annonce du référendum, en mettant en place un comité de pilotage de la place de Paris que nous avons confié à Christian Noyer, ancien gouverneur de la Banque de France, qui est un connaisseur, s'il en est, des sujets de l'euro et de la place de Paris, pour étudier d'une part les différents scénarios, Brexit, Remain, les conséquences que ça allait entraîner pour l'Europe, pour les entreprises de la place de Paris, et les conditions pour nous, vues de la place de Paris, de la négociation à mener, on en parlait tout à l'heure, entre l'Europe et la Grande-Bretagne, et d'autre part pour recenser nos atouts et identifier les mesures qui devaient être mises en œuvre pour améliorer notre compétitivité et notre attractivité par rapport aux autres capitales européennes. Donc nous nous sommes mis au travail dès le mois de janvier, et c'est ce qui nous a permis, au moment du résultat du référendum, ayant vu dans l'intervalle l'ensemble des représentants des pouvoirs publics, le Premier ministre de l'époque, Manuel Valls, mais également les ministres, le ministre des Finances et les représentants des collectivités locales, on va y revenir, la maire de Paris, Anne Hidalgo, la présidente ou la future présidente de la région Île-de-France à cette époque-là, Valérie Pécresse. Nous avons pu convaincre très vite de lancer des premiers signaux sur lesquels on va revenir en matière d'attractivité et de mettre en place un dispositif pour une campagne, j'allais dire renforcée, Brexit, place de Paris, 2016-2017, avec l'ensemble des parties prenantes dont je parlais, qui a toujours été la logique d'Europlace, l'État, Business France, dirigé à l'époque par Muriel Pénicaud, on va retrouver la ministre dans quelques semaines sur de nouveaux sujets, l'ensemble des parties prenantes de la région Île-de-France. Alors c'est probablement important pour vous tous qui êtes ici de savoir que la ville de Paris, la région Île-de-France, Paris Métropole, je salue nos amis présents dans la salle, le département des Hauts-de-Seine, ont accepté tous ensemble de s'associer de manière collective à cette campagne à mettre en œuvre pour promouvoir la place de Paris dans le contexte du Brexit, et les fédérations professionnelles représentatives de la finance, la Fédération des banques françaises,
l'association des gérants, les assureurs et même les entreprises industrielles, toujours la logique des entreprises industrielles, le MEDEF, la FEP, toute partie prenante de cette campagne que nous sommes en train de dérouler au plan international. Nous étions à Londres au mois de février dernier avec Valérie Pécresse, Jean-Louis Missica pour la ville de Paris, Gérard Mestralet, Patrick Ollier, Paris Métropole, et quelques autres. Nous étions à New York la semaine dernière où nous avons rencontré, j'y reviendrai, un succès nouveau auquel l'élection présidentielle n'est évidemment pas l'étranger. Et nous serons à Paris 11 et 12 juillet, en Chine au mois de septembre, dans les pays du Golfe au mois d'octobre, à Tokyo au mois de décembre. Donc nous emmenons la roulotte, la caravane Paris Europlace pour aller expliquer quels sont nos atouts et nos facteurs d'attractivité que nous résumons en 3 grands points simples et qui vous concernent. Le premier, et qui vous concerne au premier chef, c'est que nous expliquons et nous essayons de mettre en valeur que la seule autre ville globale, Global City en Europe, comparable à Londres, dans l'Europe d'aujourd'hui, c'est la ville de Paris. C'est Paris Région, à travers le poids économique que représente l'ensemble Paris Région Île-de-France dans le PIB européen, à travers le poids en matière de population et en matière d'emploi, à travers la richesse des infrastructures, et c'est là où on rejoint vos activités, avec ce projet du Grand Paris, qui représente aujourd'hui une très forte, une très grande opportunité en matière d'investissement et d'attraction des investisseurs mondiaux dans la région Île-de-France. Je crois qu'on parle de 200 milliards d'investissements pour les 5 ans à venir sur ce projet du Grand Paris, avec des opportunités dans l'immobilier, dans les infrastructures industrielles, de transport. Voilà, donc le poids économique de la région Île-de-France est le premier et la première carte maîtresse qui nous permet aujourd'hui de parler de l'attractivité de la place de Paris en matière financière face à nos concurrents des autres pays de l'Europe continentale, sur lequel je vais revenir. Alors le deuxième grand argument, la deuxième carte maîtresse, c'est que Paris est la première place financière d'Europe continentale. Nous sommes la 5e, 6e place financière mondiale. Nous sommes évidemment derrière Londres en termes de place financière européenne encore aujourd'hui. Mais nous sommes la première place financière d'Europe continentale. Et quand les grandes entreprises américaines, canadiennes, japonaises à Londres analysent le territoire de l'Europe continentale dans l'hypothèse où elles vont être amenées à rebalance, comme on dit à Londres, réimplanter, redévelopper des activités en Europe, au fond, il y a 2 catégories de places financières. Les petits centres financiers spécialisés que sont Dublin, Luxembourg, Bruxelles, voire même Amsterdam, qui peuvent attirer des activités spécialisées, notamment de back-office dans la gestion d'actifs, et qui ont d'ailleurs commencé à attirer des unités d'équipes. Les 2 grandes places financières qui comptent, ce sont Paris et Francfort. Et la grande différence entre Paris et Francfort, ce sont des banquiers japonais d'ailleurs qui m'ont mis le doigt là-dessus. J'avais demandé un jour à des banquiers japonais quelle différence voyez-vous entre Paris et Francfort en Europe. Et ils m'avaient dit c'est simple, Francfort est une ville de banque allemande, nos compétiteurs, tandis que la place de Paris est une ville d'entreprise, de corporate, et de plus en plus de PME qui sont nos clients. Et notre intérêt, c'est plutôt d'être près de nos clients que de près de nos concurrents. Donc nous réfléchissons plutôt à une hypothèse vers la place de Paris plutôt que vers Francfort. Alors c'est pas vrai de tout le monde, on va y revenir, mais en tout cas, ça concerne les gens qui réfléchissent en termes de business. Donc Paris est une place de business
Paris est la capitale financière la plus diversifiée. Francfort est très fort sur la bourse et les dérivés, et les instruments dérivés de taux. Paris est beaucoup plus fort en termes d'actions, de bourse-actions, de gestion d'actifs, le pôle de gestion qui est le double du pôle allemand. En matière d'assurance, Paris est la première ville d'assurance en Europe continentale après Londres pour l'Europe. Et puis avec un tissu de PME et de tech, de French Tech, qui se développe de manière très rapide. Alors c'est le troisième, et le troisième gros atout, c'est justement cette place de l'innovation qu'est la place de Paris, avec un très fort développement aujourd'hui de la French Tech, des startups de haute technologie, des fintech dans le domaine financier, que notre pôle de compétitivité accompagne. Il y en a aussi en Allemagne, mais il se trouve qu'elles sont plutôt à Berlin qu'à Francfort. L'Angleterre est également très présente, mais aujourd'hui, on a parlé de la Little England, on verra, nous talonnons la Grande-Bretagne sur le développement des fintech. Alors ça, c'est pour la partie rose. La partie moins rose et qui traditionnellement nous posait et nous pose encore des problèmes, c'est évidemment la réputation française, la perception de la France au plan international, j'allais dire, en tout cas avant l'élection présidentielle. Ce qui a été rappelé sur l'élection est tout à fait conforme d'ailleurs, avec une vision avant les résultats de l'élection assez inquiète de l'Europe, du monde, des États-Unis, sur ce que pouvait donner l'élection en France et sur l'image de la France, de pays bureaucratique, administratif, avec une fiscalité extrêmement lourde, des réformes fiscales sur le 75%, sur l'ISF, qui ont marqué beaucoup les esprits au plan international. Je crois qu'il faut quand même se rendre compte de cela, y compris d'ailleurs auprès des jeunes générations. J'essaye de répéter en permanence au pouvoir public qu'on imprime les têtes des jeunes générations aux États-Unis et même en Russie, avec souvent des images d'une France stalinienne sur ces sujets-là. En tout cas, c'était le cas il y a encore quelques mois et quelques années. Et donc, il faut bien se dire que quand on allait voir avec Christian Noyer les banques américaines, canadiennes, japonaises à Londres ou à New York, on nous disait, écoutez, c'est gentil, mais tout de même, les choses sont quand même compliquées, bien compliquées en France, loi du travail, rigidité du travail. Donc tout ça ne nous incite pas beaucoup à regarder la France. On a fini par, au bout de 6 mois et 1 an d'efforts, à faire prendre en compte la France dans les pays analysés pour des potentielles localisations, mais le déclic ne s'était pas encore produit. On va voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines, et je pense que l'élection d'Emmanuel Macron peut aujourd'hui transformer la donne. On l'a constaté à New York donc, il y a 8 jours, mais le slogan du game changer d'un président business-minded, ça aurait pu être un tel ou un autre un tel. On avait dit à ces gens-là qui nous disaient « vous n'échapperez pas à un parti extrême et au protectionnisme », on avait dit « si ». Et d'ailleurs, on a monté cette manifestation à New York avant même de connaître le résultat de l'élection, avec la certitude que le résultat serait quand même rassurant, pour ne pas dire favorable. Et donc, nous sommes arrivés le lendemain de l'élection à New York pour dire « on vous avait dit qu'on aboutirait à un président business-minded, nous l'avons, maintenant venez ». Et nous en sommes là. Un mot, et peut-être on va laisser le temps à la discussion, un mot sur les premiers signaux qui ont été donnés, sont importants. Manuel Valls, entouré de Anne Hidalgo et Valérie Pécresse, nous sommes dans un sujet qui est un sujet qui engage les enjeux du pays, soutenu par la droite et par la gauche.
amélioration du régime des cadres impatriés qui concerne les systèmes d'incitation fiscale pour les étrangers qui viennent en France et les Français qui reviennent, donc amélioration du dispositif. Deuxièmement, engagement à la baisse de l'impôt sur les sociétés. Troisièmement, mise en place d'un guichet unique d'accueil pour les étrangers. Quatrièmement, accélération des lycées internationaux, de la construction de lycées internationaux en région Île-de-France, y compris à la Défense. C'est des sujets majeurs pour les étrangers qui vont venir en France. Donc ces réformes ont été annoncées en juillet dernier. Elles ont été votées par l'Assemblée nationale socialiste en décembre, cadre impatrié et début de la baisse de l'impôt sur les sociétés. Elles ont été des premiers signaux qui ont été largement perçus à l'international. Il faut maintenant aller plus loin, et je termine là-dessus et je conclus là-dessus. Plus loin, ça veut dire 3 choses. Ça veut dire premièrement droit du travail, labor rules. Nous avons la réputation d'être un pays encore trop compliqué et rigide, et pour cause, en matière de droit du travail. Et nous devons impérativement aller vers plus de souplesse. Et nous nous félicitons que Emmanuel Macron ait pris l'engagement de commencer par ce sujet, y compris à travers un système d'ordonnance qui pourrait permettre d'aller rapidement, ce qui est vital, car le choix des entreprises internationales qui vont rebalancer, redéployer vers l'Europe, il se passe aujourd'hui. Donc si nous passons encore plusieurs mois à attendre, ce sera trop tard et nous n'aurons plus que nos yeux pour pleurer. Les entreprises iront ailleurs qu'à Paris. Donc le droit du travail, le coût du travail, sujet important, et notamment le sujet des charges sociales patronales, et enfin le sujet d'une meilleure stabilité réglementaire et fiscale. Une fois les réformes faites, stabilité réglementaire et fiscale, et pas des changements tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, comme on l'a vu depuis plusieurs années, et qui handicapent l'image de la France. Voilà les priorités que nous avons transmises au président de la République. Je termine en disant qu'à New York, et je peux vous dire que c'est ça qui a marqué le game changer, nous avons convaincu Emmanuel Macron de pouvoir porter un message de sa part à nos interlocuteurs à la tribune. Nous avons donc lu une déclaration du président de la République qui a confirmé à notre public des entreprises américaines qui vont relocaliser en Europe que la France est prête à accélérer les réformes et à accueillir des entreprises internationales. Je crois que la France est en mouvement. Je suis persuadé que, bien entendu, il faut tout ceci le faire dans le dialogue social et avec les partenaires sociaux et avec le public, expliquer les choses. J'aurai l'occasion peut-être de revenir sur quelques initiatives que nous avons eues dans ce domaine. Je suis convaincu que quand on s'explique, la majorité du peuple français est prête à aller en mouvement. Nous en avons plus que besoin. Il s'agit de sauver la croissance économique et l'emploi en France. Merci Arnaud Bresson. Alors, j'invite Alain Taravola à me rejoindre. Il est resté sage auditeur en contrebas de cette estrade pendant près d'une heure, alors qu'il a plein de choses à nous dire. Alors je présente, si on peut présenter Alain Taravella, mais Alain Taravella est un entrepreneur. Ça fait une liaison après le passage d'un économiste et de monsieur de Bresson qui défend la position de Paris en tant que Paris dans le champ économique et financier. Vous êtes un entrepreneur, vous avez travaillé dans les loisirs, vous avez été directeur général d'une grande société de loisirs à la fin du siècle passé, enfin dans les années 80, puis vous avez créé une foncière, qui est une foncière devenue très importante en France, Altarea, puis vous avez racheté une maison prestigieuse qui s'appelle Cogedi, mais vous êtes maintenant à la tête de cette entreprise qui est en particulier très présente sur la région francilienne. C'est une région traditionnelle d'investissement de Cogedim, en particulier la région parisienne. Et donc vous êtes un acteur tout désigné pour nous donner un peu votre sentiment de ce que vous avez entendu, pas forcément tellement du Brexit en tant que tel, mais de ce que vous avez entendu. Alors, je repositionne
un petit peu. C'est pas le Brexit qui crée la métropolisation et les enjeux qui s'adressent globalement à la ville de Paris bien avant 2016, avec la nécessité de répondre à cet appel mondial à créer une métropole, à avoir un réseau de transport en commun qui permette à une entité aussi importante de fonctionner, d'avoir une politique du logement qui permette aux gens de vivre correctement dans une ville de 12, 15, voire 20 millions d'habitants. Tout ça, on le sait. Bon, aujourd'hui, de ce que vous venez d'entendre, qui traduit quand même le fait qu'il faut s'attendre à une accélération, quelque part. En tout cas, des interrogations, des demandes adressées à la ville de Paris, à elle après de savoir si elle peut y répondre. Qu'est-ce que vous diriez, quel message vous voudriez envoyer au pouvoir public pour dire, mais ne perdons pas de temps, qu'est-ce qu'il faudrait faire en priorité pour répondre du point de vue de la production de la ville à ces interrogations nouvelles qui nous sont envoyées et qui sont fondamentales. Bien, merci de me laisser dire mes convictions. Je vais essayer d'être rapide. Je vais essayer de répondre à la question. Oui, le Brexit est une chance à saisir pour le Grand Paris. C'est une chance à saisir à court, moyen et long terme. Et c'est une chance à saisir qui est possible parce que le terreau est favorable. Effectivement, avant même le Brexit, il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été prises sur Paris, sur le Grand Paris, qui ont permis le début de la transformation de la région parisienne. Il y a d'abord le réseau de transport qui est absolument indispensable, qui est enfin lancé et qui va mettre un certain temps à s'en faire, mais qui est lancé et qui donnera à Paris un réseau de transport unique en Europe. Il y a toujours dans le domaine des transports la restructuration des gares de Paris par la SNCF, auquel d'ailleurs nous participons. Il y a toutes les initiatives qui sont prises par Paris comme capitale de l'innovation, réinventer Paris, réinventer la métropole, donc la candidature aux Jeux Olympiques, la candidature à l'Expo universelle. Donc Paris a déjà entamé une profonde transformation pour être un réceptacle intéressant. Et au-delà de Paris, dans la métropole francilienne, un certain nombre d'opérations, de mesures sont prises pour faire des opérations d'aménagement, pour faire en sorte que les franciliens soient mieux logés, que les bureaux, enfin que les lieux d'activité soient plus près des logements. Donc un certain nombre de mesures sont déjà prises et Paris a une chance unique dans ce domaine. Pour répondre à la question du Brexit, maintenant, il y a le Brexit. Alors le Brexit, c'est, je le regrette parce que sur le plan européen, c'est dommage que l'Angleterre, que la Grande-Bretagne quitte l'Europe, mais quelque part, bon, peu importe, à 50, quelque chose, ce que je ressens moi, c'est que la Grande-Bretagne a fait une erreur historique, à savoir que, comme cela a été montré précédemment, elle va s'appauvrir, se détacher, et que de l'autre côté, comme le pire n'est jamais sûr, l'Europe va se renforcer. Et on a, je pense, on voit sur le long terme, pour commencer par ça, sur 20 ans, 30 ans, 40 ans, il est clair qu'avec le Brexit, s'il est confirmé, mais il y aura de toute façon, il va y avoir une perte de confiance, Londres deviendra proportionnellement, la Grande-Bretagne, Londres deviendra proportionnellement de moins en moins importante en poids économique dans l'Europe. Donc, globalement, il va y avoir, ça va se passer très lentement, une économie plus forte en Europe, une économie moins forte en Grande-Bretagne. La deuxième chose, c'est que ça ne va pas se faire du jour au lendemain, et ça va se faire lentement. Donc,
Londres va toujours exister, notamment en matière financière. Et la réflexion que nous devons avoir à Paris, c'est que Paris est la capitale européenne la plus proche de Londres. Elle est très bien reliée à Londres par l'Eurostar, et ça va, si nous voulons attirer plus de gens, il faut, je vais faire un peu du micro, et pas simplement faire du macro planétaire. Je pense qu'il va y avoir, si les pouvoirs publics, et notamment la ville de Paris, donnent les impulsions nécessaires dans ce domaine, il peut y avoir, autour de la gare du Nord, la création d'un ensemble qu'on pourrait appeler un nouveau Saint-Pancras. La gare du Nord va être complètement refaite par la SNCF dans les 5 à 8 ans qui viennent. Ça va être fait. Et je pense que ça peut servir de locomotive à la création d'un quartier d'affaires qui sera directement en connexion avec Londres. Je pense que là, il y a un plus, pas immédiat, c'est à 5 ou 10 ans, à moyen terme, de création d'un nouveau pôle d'immobilier d'entreprise, de création d'emplois en liaison avec Londres. À court terme, dans le travail de tous les jours des entreprises comme la nôtre, il va peut-être y avoir des déplacements d'entreprises, notamment financières, sur Paris, mais ce n'est pas là-dessus que je compte principalement. Bien sûr, on saisira les opportunités, mais on parle de très peu de choses et ça va se faire de façon ponctuelle, telle agence financière, telle banque qui va rapatrier des points sur Paris. Ce n'est pas ça qui va créer l'activité. Ce qui va créer l'activité, globalement, et notre responsabilité, c'est d'avoir une métropole parisienne plus attractive. Plus attractive, pas simplement en bureau, pas simplement en transport, mais également en qualité de vie. Je pense que la chance qu'a le Grand Paris, c'est qu'il a des équipements phénoménaux. Il a une capitale mondiale qui est Londres, qui va perdre de sa puissance. Et il faut que sur Paris, on soit attractif. Pour moi, je ne suis pas en défensif, je suis en offensif. Nous devons nous battre, quelque part, mais c'est positif, c'est pas contre Londres. Londres, finalement, nous sommes les plus près de Londres et les plus à même de profiter encore de Londres. Il faut se battre pour être plus attractif que Francfort, que les villes allemandes, que Berlin. C'est ça l'autre pôle. Il y a deux pays en Europe, la France, l'Allemagne. La densité économique est très forte à Paris, elle l'est moins en Allemagne, mais l'Allemagne présente aussi beaucoup d'intérêts, compte tenu de sa puissance économique, compte tenu que Berlin devient une ville attractive, intéressante, même si économiquement elle est faible. Donc nous devons, pour que le Brexit soit un atout complet et pour réussir dans notre métier, faire en sorte que dans l'ensemble de ce que nous produisons, que nous construisons, d'être mieux que les autres, mieux que... Moi, je ne me compare pas aux Anglais, je me compare aux Allemands. C'est là où nous devons avoir un rôle moteur. Donc, parce que je ne vais pas... il est un peu tard. Donc, oui, le Brexit est une chance pour Paris, mais Paris, le Grand Paris, a déjà... tous les atouts pour réussir, c'est un plus, mais c'est bon, et c'est il y a eu un changement. Je trouve que ce qui est encore plus important pour Paris que le Brexit, c'est, comme vous venez de le dire, c'est le changement de donne lié au changement de président. C'est que nous avons un pays qui peut redonner, faire envie. Et si nous faisons envie, avec des mesures appropriées, Paris a tous les atouts pour réussir. Donc, effectivement, le Brexit est une chance. Bon, je ne vais pas faire de politique, je pense que l'élection présidentielle, c'est également une chance, et que Paris peut, de ce fait, retrouver un gain de progression extrêmement élevé. Très bien. Merci Alain Paravella.
Je vois, et c'est un peu le défi de ces interventions, quand on veut qu'il y ait vraiment du contenu et pas simplement quelques phrases générales, c'est que le temps est passé, qu'on a déjà passé 1h30 ensemble. Donc je vais prendre quelques questions. Bonsoir Jean-Luc Potier. Vous parlez beaucoup de l'Allemagne depuis tout à l'heure, Berlin, Francfort. Et que pensez-vous de la concurrence avec une ville comme Dublin? Je parlais tout à l'heure là, de la géolocalisation des centres financiers, en disant qu'il y a des petits centres financiers spécialisés que sont Dublin, Luxembourg, Bruxelles, et puis Paris et Francfort, qui sont les grandes capitales financières et économiques. Je crois que c'est ça la réponse. Dublin, on parle de Dublin tous les jours. Et effectivement, on voit se déplacer aujourd'hui quelques équipes à Dublin dans des domaines assez spécialisés, comme je le disais, c'est-à-dire le back-office, des activités de gestion d'actifs, notamment, de quelques grandes banques américaines. C'est vrai que Dublin a l'avantage de parler l'anglais ou l'irlandais. Mais il faut savoir que Dublin représente environ 30 000 emplois dans le secteur financier, là où Paris en représente 200 000. On parle bien de l'emploi financier stricto sensu, et Londres 400 à 500 000. Donc il y a un rapport quand même de 1 à 5 ou 6 pour Paris. Francfort est un peu plus petit. Et puis Dublin a un problème, c'est qu'ils sont à capacité immobilière qui sont complètement maintenant occupés. Donc il y a très peu de surface immobilière disponible. C'est là où, en revanche, Paris, Grand Paris, la Défense va pouvoir offrir des capacités d'accueil en termes immobiliers qui sont importantes. Donc pour nous, je crois que le sujet, c'est pas celui-là. Alors, vous auriez pu me demander également, mais on a entendu des annonces, concrètement, on entend des gens se déplacer déjà à Dublin ou parler de Francfort et d'autres villes. La réalité des choses, c'est que à ce jour, une seule banque internationale a pris sa décision au niveau de son board, annoncée par son CEO à Davos, c'est HSBC qui bascule 1000 personnes à Paris. Les annonces faites par JP Morgan, Goldman Sachs et notamment Citigroup ont concerné des unités de personnes à Dublin, où l'idée qu'il pourrait y avoir des choses vers Francfort, mais pour Goldman Sachs, Francfort, Paris également. Sur JP Morgan, c'est moins clair. Et je pense que surtout, aucune décision n'est vraiment officiellement prise par les boards. Et nous avions convaincu nos interlocuteurs d'attendre le résultat de l'élection française. Nous espérons maintenant que l'arrivée d'Emmanuel Macron va nous permettre de regagner du terrain pour essayer d'attirer des entreprises. Mais je suis convaincu également que le sujet n'est pas uniquement les entreprises financières et que vous avez raison, le sujet c'est l'attractivité de la métropole au sens large. Pour vous, le Grand Paris, qu'est-ce qu'il apporte de plus dans cette compétition économique quelque part? Ouais, le Grand Paris, je vais pas. Il y a quand même des éléments simples. Dans 10 ans, on a un réseau de transport fantastique. On l'a déjà, qui existe dans Paris, mais dans le Grand Paris, on aura un réseau de transport fantastique. La deuxième chose, c'est que des grands événements comme les Jeux Olympiques ou l'Expo universelle vont donner également un booster très fort et vont donner la garantie que tous ces travaux d'infrastructure seront faits. Donc c'est très important pour la réussite de l'aménagement du Grand Paris d'avoir à minima une de ces deux grandes manifestations internationales. Ensuite, il y a il y a des zones d'aménagement qui se créent dans toute la région parisienne. Nous participons à pas mal d'entre elles qui vont permettre de loger beaucoup mieux des personnes. Il ne suffit pas de... j'ai vu un article dans les journaux ce matin comme quoi des Anglais venaient acheter des appartements dans le 6e arrondissement. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est d'avoir des logements pour tous, partout dans la région Île-de-France. Donc, moi, je suis extrêmement positif pour tout ça. Il y a eu
beaucoup de retard. Je parle en aménagement, il y a eu beaucoup de retard et des décisions sont prises et beaucoup d'opérations sont en cours et vont donner des résultats qui vont arriver en 2018, 2020, 2022. C'est le temps que tout le monde se rende compte que le fait que le Brexit, l'Angleterre va perdre de sa force, et puis ça va se transférer un tout petit peu de notre côté et on sera plus attractif. Oui, je pense que beaucoup d'opérations sont en cours et vont favoriser Paris. Votre Bresson, vous voulez rajouter un mot à ce qu'a dit Alain Taravella? Non. Bien. Et la dimension institutionnelle vous paraît apporter une capacité d'agir plus efficace? Joker. Bon, c'est presque une plaisanterie comme question. Qui veut poser la dernière question alors? Alors, ma question était à M. Taravella, et j'aurais souhaité savoir ce que vous attendez de notre nouveau gouvernement, tout simplement. Pardon? De notre nouveau gouvernement. Ah oui, du gouvernement, c'est un peu les institutions du gouvernement. Vous avez plusieurs jokers ou Non, je pense, je l'ai dit, je pense qu'il y a, de toute façon, vous voyez bien, il y a un regain de confiance en France globalement, pas simplement dans notre métier, qui fait que ça va donner de l'envie à tout le monde. Bon, voilà, c'est... bon, après, les institutions de la région parisienne sont un tout petit peu compliquées et ne favorisent pas la rapidité de décision. Mais globalement, bon, c'est vrai qu'on n'est pas là pour faire de la politique. Globalement, on est dans un contexte institutionnel, politique au niveau français qui est favorable au Grand Paris. Je voudrais rebondir sur les propos de M. Taravella, sur l'attractivité de Paris et la région parisienne. Paris vient de devenir une des villes les plus chères du monde. Elle fait partie du trio des 10 villes les plus chères du monde. De même que le prix de l'immobilier a atteint des sommets. Est-ce que vous ne pensez pas que le prix de l'immobilier puisse devenir une entrave dans la compétition vis-à-vis de l'Allemagne, qui, elle, est beaucoup moins chère? En tout cas, c'est moins cher que Londres. C'est déjà une première réponse. Monsieur le Président, après Non. Non, mais j'ai pas fondamentalement... J'essaye de voir loin, mais j'entends mal, donc je n'ai pas très bien compris votre question. Le prix de l'immobilier à Paris... Le prix de l'immobilier est-il défavorable à Paris dans cette concurrence? Mais non, les prix ne montent pas, tout le monde le sait bien. Il est beaucoup plus cher qu'à Francfort. Non, mais écoutez, Paris, on est toujours en train de mettre en exergue les prix de l'immobilier dans les très bons arrondissements parisiens. Et dans les journaux, c'est très à la mode. Nous, ce que nous produisons ne subit pas d'augmentation comme on le voit dans la presse. Les choses augmentent un tout petit peu, les coûts d'aménagement sont plus importants, donc les charges foncières sont plus importantes. Je pense que Paris, sur le plan immobilier, est beaucoup plus... est beaucoup moins cher que Londres et que les gens peuvent se loger dans des conditions extrêmement favorables. Les prix de l'immobilier, il y a le coût de l'argent, il y a tout ça. Donc je pense que c'est se loger à Paris ou en région parisienne et aujourd'hui n'a jamais été aussi bon marché. Oui, mais en comparaison de Francfort, on est cher. En comparaison de Francfort. En comparaison de Francfort. C'est quand même plus agréable d'être à Paris, regarder le temps qu'il fait dehors, tout le monde a envie de sortir que Francfort. Mais attendez, bien sûr que Francfort est moins cher. Je pense que Paris donne à une offre globale et que Francfort, avec tous ses atouts, n'a pas d'offre globale. C'est en matière de culture, en matière de climat, en matière de loisirs, il y a beaucoup plus de choses à Paris qu'à Francfort. Après, il y aura des entreprises qui iront à Francfort. Moi, je pense qu'il faut... Paris a beaucoup d'atouts, les autres ont des atouts. Je pense qu'on peut prendre une grande part de marché. Juste ajouter, je ne m'exprimerai pas sur les prix de l'immobilier, mais je pense que les projets de développement du Grand Paris vont permettre de faire évoluer les choses.
Et en ce qui concerne les avantages comparés de Paris par rapport à Francfort en termes de mode de vie, je peux vous dire que dans tous les entretiens que nous avons, les entretiens se terminent tous de la même manière, on n'a pas besoin d'évoquer le sujet. Et vous avez oublié de nous dire qu'on préférait quand même plutôt être à Paris qu'à Francfort en termes de mode de vie. Et il se trouve que plusieurs banques américaines ont fait voter leur personnel et qu'à 80% de leur personnel, dans les derniers votes qui ont eu lieu, c'est Paris qui est plébiscité pour venir s'installer en Europe plutôt que Francfort. Donc on a quelques atouts en attendant que les prix de l'immobilier s'améliorent. Les prix correspondent souvent à des choses objectives. Les prix sont moins élevés à Guéret aussi. Bon, mais il y a des inconvénients. On va peut-être prendre une dernière question, monsieur. Oui, moi je suis assez sensible à se mettre en compétition positive avec Francfort et Berlin. Et je pense que le point, il est là. Il n'est pas comme tu l'évoques, d'attendre des résultats comme une espèce de manne, etc. C'est d'être attractif. Il y a un point qui n'a pas été évoqué, c'est parce qu'on est dans un processus de vitesse. Si on fait la comparaison entre le Grand Paris, la France, et puis Francfort-Berlin, c'est la simplification administrative dans le domaine de la construction, dans ces villes. Un changement de destination, il y a un facteur de 1 à 50 en termes de temps. Ce sont des éléments ça pourrait faire l'objet d'un chantier, même d'un chantier régional, sur la simplification administrative dans le domaine de construction et dans le domaine de l'aménagement du territoire francilien. Comme je fais de l'immobilier depuis très très longtemps, j'ai du mal à croire à des mesures de simplification administrative. Je ne sais pas si en Allemagne c'est plus simple qu'en France, peut-être. Ce que je constate, c'est que beaucoup de retard a été pris, mais le retard se comble. Il y a beaucoup de chantiers qui sont en cours. Donc effectivement, c'est compliqué de construire. Ça va un tout petit peu plus vite qu'avant. Mais des mesures de simplification, je pense qu'on n'a pas besoin d'attendre des mesures de simplification pour investir à Paris et en région parisienne, et que c'est possible. Bien, je suis obligé de gérer le temps, donc je pense qu'on va en rester là pour le débat. Je pense que les questions étaient intéressantes et le débat suffisamment riche. Je remercie donc les trois intervenants, Bruno Cavelier, Arnaud de Bresson et Alain Taravella. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain débat de Palladio à l'automne prochain sur un sujet qui n'aura rien à voir avec le Grand Paris directement. Bonne soirée à tous.